Visual Studio Talk Show. Visual Studio Talk Show est une présentation de la communauté .NET Montréal et de .NET Expertise. Visual Studio Talk Show. Bienvenue à une nouvelle émission du Visual Studio Talk Show. Le podcast où on discute d'architecture logicielle avec la plateforme Microsoft.net. Je m'appelle Mario Cardinal, je suis accompagné de Guy Barrette. Bonjour Mario, ça va bien? Ben, écoute, ça peut pas aller mieux. On n'est pas à Montréal, on est à Paris. L'endroit où on... Paris, Ontario? Non, Paris, France. Paris, France. Et je peux presque voir les Champs-Élysées Nous du bureau. voyons les Champs-Élysées du bureau de notre invité. Ouais. Oui, la Tour Eiffel qui est pas tellement loin aussi. Parce qu'on est avec Pierre Pézardi. Bonjour, Ça va bien? ça va bien. Donc, on a la chance de pouvoir s'asseoir avec toi dans les bureaux d'Octo, qui est la firme de laquelle tu bosses depuis une dizaine d'années maintenant. Dizaine d'années, oui, qu'on a fondé il y a 11 ans finalement. Puis, comme on expliquait, nous, ce qui nous amène à Paris, c'est l'Université du SI, qui est une conférence maintenant annuelle que vous organisez. Début juillet. Début juillet, une conférence qui a une petite spécificité finalement, parce que elle a un positionnement, je crois que j'ai pas revu pour d'autres conférences, qui s'appelle Geek et Boss. Ça c'est amusant, c'est pas une formation Java étendue, c'est pas une formation Master Data Management, c'est pas une formation Gartner pour la gouvernance, où il y aurait que des boss. Ouais. Vous voyez, le but c'est un petit peu de faire de l'éclectisme, on a constaté que finalement une des barrières à obtenir des résultats exceptionnels dans la direction des systèmes d'information, dans les DSI, c'est ce manque de collaboration, de compréhension, de communication. Et donc on s'est dit cet événement n'existe pas, on va le faire. Geek et boss. Puisque aussi c'était peut-être quelque chose qu'on incarnait nous-mêmes, quoi. Puis moi, une des choses que j'apprécie beaucoup de l'USI, puis j'écrivais un courrier email ce matin à ma femme en lui disant comment je me considère un peu privilégié de participer à cette activité-là, parce que en plus de voir faire la mixité des techniques et des décideurs, on va plus loin, c'est-à-dire qu'on propose de prendre un pas de recul pour réfléchir à un autre niveau, parce que écoutez, hier matin, vous aviez invité Albert Jacquard comme keynote. Donc, des penseurs, des philosophes, des économestes. Donc, il y a aussi une volonté de... le terme éclectique n'est pas banal, c'est-à-dire... mais ça se veut pas élitiste, ça se veut dans une démarche... C'est une volonté de faire réfléchir les gens. C'est ça en fait, c'est-à-dire qu'il y a une autre caractéristique de nos sociétés, et c'est que on se met dans des ornières, on se met dans des schémas de pensée. Tiens, les ressources informatiques coûtent cher, il faut les mutualiser. Tiens, il faut toujours une base de données quand on fait une application de gestion, nom de Dieu. Bon, tout un tas de schémas de pensée et qu'on reproduit sans même plus y réfléchir au bout d'un moment. Et le fait, effectivement, donc, de créer cet éclectisme et de faire réfléchir, prendre du recul, ça permet de se reposer des questions, ce qui est jamais inutile. Et Albert Jacquard, par exemple, nous a brillamment montré que, avec une phrase, jeu est un autre, que finalement, une de nos principales limites, c'était de collaborer, c'était de capturer ce qu'il y avait d'utile dans les autres, même s'ils étaient différents. Et plus ils étaient différents, plus il y avait de valeur, finalement. Donc, vous êtes un geek.net, moi je suis Java, mais on a tellement à apprendre. On a tellement à apprendre. T'es un boss, mais moi je suis un geek, j'ai tellement, et dans les deux sens, on a tellement et pourtant, on passe peu de temps et d'énergie à mener cette danse-là, à jouer ensemble. Puis ce qui est intéressant, c'est, entre autres, moi, la présentation d'Albert Jacquard, si on y revient deux petites secondes, il y a plusieurs années, Albert Jacquard était allé à l'école de mes enfants. Mes enfants vont dans une école alternative au Québec, et l'école avait reçu Albert Jacquard, et il y a une citation au devant de l'école qui se lit comme suit. Ici, on pratique l'art de la rencontre. Génial. Et moi, écoute, ça fait maintenant 10 ans, parce que j'ai 4 enfants, que je vois cette citation-là tous les jours. Ici, on pratique l'art de la rencontre. Et j'ai déjà lu dans ma jeunesse, et là, j'ai la différence. Donc, tu dis, ah oui, Albert Jacquard, tu penses que tu as compris. Et hier matin,
j'ai finalement compris qu'est-ce qu'il voulait dire par cette phrase-là 10 ans plus tard. Parce que finalement, je lui donnais un sens que même Albert Jacquard lui donnait pas. Puis c'est ce qui est fabuleux, mais aussi dangereux avec les mots, c'est qu'on peut tout interpréter d'une façon différente. Absolument. Donc, merci, vous m'avez permis de comprendre finalement qu'est-ce qu'Albert Jacquard voulait dire C'est par marqué sur l'école de mes enfants. ici on pratique l'art de la rencontre. L'art de la rencontre. Puis voilà. d'ailleurs, à un certain niveau, le podcast, c'est un peu ça, c'est l'art de la rencontre, parce que y a souvent les gens nous demandent pourquoi vous voulez faire toujours les podcasts en direct avec les gens. Vous pourriez faire ça au téléphone, à distance, la technologie le permet. Ouais. Puis nous, on se force, ça fait 5 ans presque maintenant, on se force toujours à le faire en direct. Faire des rencontres. Justement. Voilà. Parce qu'il y a un plaisir dans la rencontre qui est... donc oui, on veut apprendre, mais on va apprendre en s'éclatant, si on En peut... s'éclatant, et on va grandir ensemble. La formule d'émission, c'est toujours la même, nos auditeurs la connaissent. Le but, c'est de faire connaître un expert dans les technologies. Donc, on commence toujours à brosser un peu le portrait, la biographie. Et ensuite, on traite du sujet. Aujourd'hui, nous, on va parler d'informatique conviviale. On n'expliquera pas tout de suite quel est le but puis qu'est-ce qui nous a amené à vouloir discuter avec toi d'informatique conviviale. On va commencer par expliquer un peu ton parcours. Mais écoute, j'imagine, t'as un pied de chaque côté. T'es un geek, mais t'es aussi un boss. Voilà. Donc, pour être un geek, ça veut dire que tu dois avoir fait une formation de geek à l'origine. Bon, voilà, une formation d'ingénieur comme tout le monde, blablabla. Mais surtout, j'ai un passionné. J'ai fait ce que je voulais faire dans la vie. En fait. Voilà. J'ai remonté des mobilettes, mais surtout, j'ai acheté mon premier ZX80, je l'ai monté. J'ai vécu de ça. Et ça m'a marqué. Et donc, je me suis lancé dans l'informatique en tant que passion. Donc ça c'est très important pour moi. C'est un moteur. Aligner ce que je voulais faire avec ce que je faisais dans la vie professionnelle. Du coup, j'ai fait du conseil. J'ai eu la chance de travailler avec des mentors, avec Bruno Fontaine, avec Guy Autier, avec François Isquin et tous les gens que j'ai rencontrés. J'ai eu la chance de rencontrer, mes clients en particulier, et qui m'ont enrichi. Et petit à petit, finalement, on a exercé ce métier. On s'est aperçu très tôt que il y avait un problème. Il y a un problème de cloisonnement des expertises. Ok, on cherchait des technos, etc., mais il y avait un problème de communication, et c'est là où s'est inventé le mot architecte. Le mot c'était le début de ce qui se passait en architecture. Et en fait, l'architecture logicielle, on s'entend. Voilà, mais tu sais, là aussi, tu parlais d'abîme de sens. Les mots, que veulent dire les mots? David Genstein disait, les mots, c'est des abîmes de sens. Il faut les étayer. Alors, c'est quoi l'architecte pour nous? C'était le type qui appartenait à plusieurs cultures. C'était le type qui pouvait expliquer à un expert .NET comme toi, un patron de la prod, un directeur général, un DSI, la même chose. Faire une réunion de 10 minutes et personne n'est ridicule, tout le monde a compris. Et donc c'était le gars qui était capable d'aller mordre dans chacune des expertises pour en tirer quelque chose de compréhensible par tous. Parce que moi, une chose qui m'épate, écoute, ça fait quoi, 12 ans que Cocteau existe? C'est ça, ouais. Donc, t'étais quand même assez jeune quand t'as fondé Octo, parce que t'es pas vieux, là, t'as pas de cheveux blancs comme moi, là. J'ai 37 ans. Mais c'est ce qui veut dire à quoi t'avais 25 ans, mais puis tu te retrouves à fonder une boîte d'architecture. Bon, c'est sûr. Qui était hors norme à l'époque. Qui faisait de l'architecture sa spécialité. Je dirais, il y avait des architectes dans les grandes SS2I, et nous on a dit on va faire que ça. Et puis c'est le modèle normalement qu'on retrouve. En SS2I, on a un groupe d'architectes, mais une boîte qui est spécialisée en architecture, c'est pas la norme. C'est pas la norme, puisqu'effectivement, les architectes sont plutôt utilisés comme vitrine avant-vente, etc. Et ils permettent de faire travailler des milliers de personnes, donc faire beaucoup d'argent. Le motto d'Octo, ça n'a jamais été de faire beaucoup d'argent. Le motto d'Octo, on l'a découvert finalement collectivement il y a 2 ans. Et c'est très long, je vous engage à le faire dans chacune de vos entreprises et à prendre ce temps-là à discuter, mais qu'est-ce qu'on est, qu'est-ce qu'on veut. Et le nôtre, c'est apprenons à jouer l'excellence. Apprenons à jouer l'excellence, c'est-à-dire cette volonté farouche d'apprendre, de grandir par l'expertise des autres grâce aux autres, de faire des choses hors du commun qu'on peut qualifier a posteriori d'excellentes. Et le dernier produit en date qu'on a livré, c'est l'université du FI. Et comme ça, tout ça c'est assez difficile, on aime bien mettre du fun et jouer. C'est ça, il y a le verbe jouer qui est quand même l'assise fondamentale sur laquelle tout s'appuie. S'il n'y a pas de plaisir, à quoi ça sert? Voilà, à quoi bon. Donc voilà, notre but, nous, c'était de diffuser, de faire plein d'apprenons à jouer l'excellence. Je suis pas encore riche, par exemple, on n'est que 120. Bon,
En 11 ans. On s'est créé en même temps que Google. Coutume de dire ça, moi. Bah quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Mais de toute façon, est-ce qu'un modèle est mieux qu'un autre? Ce qui est important, c'est d'être soi-même et d'avoir du plaisir à faire ce qu'on fait. Tout à fait d'accord. Et les gens, les octos, comme on les appelle, Les octos, ouais. ont l'air vraiment à s'éclater. Ouais. Je pense qu'on a vu ça. On a vu ça, comment, tiens, regarde, on a fait un truc très drôle. Donc, on fait l'université du SI, on a préparé ça. Chaque session était perfectée avec un jeu de la perfection qu'on a piqué à Jim McCarthy, qui est un célèbre coach qui est à Seattle. Jeu de la perfection, c'est-à-dire c'est du feedback positif. Donc là, j'ai regardé ça. Pour les auditeurs qui ne sauraient pas, Jim McCarthy, c'est celui qui a écrit Software for Your Head, Yep. qui a été très longtemps, pendant plusieurs années, travaillé pour les cryptes de Visual C++ chez Microsoft. Exactement. C'est quelqu'un de très important pour Visual Studio. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Donc, on faisait ce jeu de la perfection. Et puis, mardi soir, donc l'événement a eu lieu mercredi et jeudi. Mardi soir, il y a une idée débile d'un octo qui dit, mais zut, il faut faire un tribute à Michael Jackson. Zut. Et donc, on lance un pari, intégrez-moi, mettez-moi au milieu de vos sessions quelque chose de Michael Jackson. Bilan des opérations 2 jours après, il y en a eu partout. Oh! Alors c'était très drôle parce que moi j'ai fait un moonwalk en plein milieu du truc. Enfin, les gens l'attendaient quoi. Donc ouais. Et donc ça crée. En plus on parle de choses assez graves finalement, de gestion du changement, d'évolution des mentalités, etc. Et mettre ça, c'est. Mais ça permet d'avoir un sourire ou un clin d'œil parce que on peut parler de choses graves, mais ce qui est important, c'est peut-être pas de se prendre au sérieux, c'est de rester quand même. On est tous des êtres humains, puis un jour ou l'autre, on va tous finir en poussière. Voilà. Je pense que ça brosse assez bien le portrait. Nous, ce qu'on va faire, c'est on fait la pause, 2 petites secondes, et on revient pour parler d'informatique conviviale. Assistez aux rencontres de la communauté .NET Montréal afin de parfaire vos connaissances des technologies.net et afin de faire du réseautage. Pour l'agenda des rencontres, veuillez consulter le www.netmontreal.com. .NET Expertise est un réseau de consultants indépendants et experts dans les technologies Microsoft.net. N'hésitez pas de consulter un de nos experts en visitant le www.net-expertise.com. Pierre, quand on t'a contacté, on t'a envoyé le courrier, moi, ce qui m'intéressait de m'asseoir avec toi, c'est que j'ai pris connaissance en regardant justement ce qui s'en venait à l'Université du SI, que tu étais dans un processus de rédaction pas d'un second, je pense que ça va être ton 3e, 4e livre que tu vas écrire dans ta vie. Ouais, je compte plus. 3, 4. De livres officiels. Livre officiel. Parce qu'il y a tous les livres blancs qu'Octo a produits, donc au bout du compte, beaucoup de pages, beaucoup de communication. Mais ce qui m'intriguait dans ce nouveau livre-là, c'est que plutôt qu'être un livre didactique qui se veut, voici, je vais vous présenter la théorie, parce que bon, Octo, vous avez fait un super livre il y a quelques années. Bon, enfin, tu me rappelles le titre, parce que j'ai oublié. Politique pour le système d'information, avec un sous-titre qui s'appelait Descartes, Wittgenstein, XML. C'est l'évolution. Mais déjà dans le titre, une politique pour les systèmes d'information, on s'attend que si tu lis ce livre-là, c'est un livre qui va avoir une démarche rationnelle pour essayer de justifier pourquoi il y a un métier d'architecte, puis pourquoi entre autres il y a différentes activités qu'on devrait faire dans nos DSI. Mais là, ce qui m'a intrigué, moi, dans le nouveau livre sur lequel tu travailles, c'est que ça se veut un roman à la base. Donc, l'analogie que tu prends pour le décrire, puis moi, pour moi, ça me parlait, puis j'espère que ça va parler à nos auditeurs qui ont eu la chance dans leur vie de lire le livre Le But de Goldratt, excusez. Eliyahu Goldratt. Qui est un livre, qui est un roman, mais le but, c'était à travers ce roman-là d'expliquer la théorie des contraintes. Donc, si je comprends bien, aujourd'hui, toi, tu veux écrire un roman, donc tu vas mettre en des personnages dans un contexte réel d'une DSI. Avec quel objectif? C'est pas la théorie des contraintes que tu veux expliquer. Mais donc l'objectif, tu soulignes qu'on a piqué l'idée à Eliyahu Goldratt, et ça il m'a beaucoup influencé. Eliyahu Goldratt, il était à l'université du SI l'an dernier. Tout le monde à Octoali a lu Le But, et c'est un ouvrage qui nous a considérablement influencé. Qu'est-ce qu'il voulait? Si on repose ta même question, on la repose à Goldratt. Mais Goldratt, pourquoi t'as écrit ça? Qu'est-ce qu'il voyait? Qu'est-ce qu'il voyait Goldratt? Il voyait des usines où il y avait des gaspillages et
une manière de faire, il n'est pas optimale. En fait, et il était convaincu qu'avec son modèle, un modèle, voilà, on appelle ça théorie des contraintes. C'est un modèle, pas de modèle c'est une assez- représentation de la réalité, assez simple. Assez simple. Assez simple finalement, c'est de dire n'importe quel système, quel qu'il soit, tu vois, une famille, une usine, un truc, un système, hein, qui rend des choses et qui en sort d'autres. Hein, finalement, quelque chose à complexité, il est contraint par une très peu de contraintes finalement. Il y a toujours quelque part le plus petit goulot d'étranglement. Bravo. Et la conclusion, c'est pas parce que tu grossis ce goulot-là que tu viens de résoudre le problème, parce que ça veut dire qu'ailleurs, maintenant, il y a un petit Il y en goulot. a un autre. Il y en a un Et autre. donc, la seule danse, le seul jeu qu'il y a à faire, il explique finalement, c'est aller en permanence chercher la contrainte, passer 80% de votre temps dessus, et quand vous avez relevé, comme tu dis, la contrainte, aller chercher la suivante parce qu'elle est passée ailleurs. Exemple, écoute, tu es dans une chaîne de manufacture, la contrainte c'était le poste de peinture qui merdait, etc. Donc là, on met un poste d'avant-peinture, tiens, ça baisse la contrainte, et puis du coup, ça se déplace, et maintenant c'est le poste de vissage et croûtage qui pose problème, parce que c'est une contrainte, c'est très simple, vous savez, comment ça se voit? Il y a du stock devant. Il y a une pile de stock devant. Et donc simplement, je reviens sur ta question, ce type-là, il voyait de l'inefficacité, ça l'énervait, puisqu'il avait un modèle qui pouvait aider les gens. Et il l'a fait. Et c'est Donc, vrai. Est-ce que tu es en train de nous dire que tu vois de l'inefficacité dans les DSC? Ah, Serait-ce possible? serait-ce possible? Oh Mais non, là là. tout va bien. On arrête tout de suite. Merci Mario de m'avoir reçu. Merci Guy, c'était un plaisir. Ok, bon, parlons vrai. Oui, on avait hier 15 DSI, hein, on avait des DSI de Danone, de Generali, des Donc, etc. des boss, là. Des boss, des big boss de l'informatique. Bon, ils se sont mis à table, on a utilisé des protocoles créatifs, etc. pour parler. Et bon, effectivement, tout le monde s'accorde sur, vu des directions générales, les DSI, c'est trop long, trop cher. Mhm. Et c'est une catastrophe. Donc, il y a plein de stigmates de ça. Le turnover dans les DSI est passé en dessous de 2 ans maintenant. Donc, bon, il y a une crispation, là. Quand tu dis le turnover, c'est-à-dire changer la direction? Oui, voilà, changer la direction. Parce que finalement, ça marche pas, donc on Ça change marche les pas, gens. on change. En se disant qu'en changeant les gens, ben, le problème va être résolu un jour. Voilà. Or, on sait très bien que dans la pensée lean management ou quoi, il faut changer le process, pas les gens. Ils sont dans un process, ils sont enfermés. Et donc, le process fonctionne mal. Pourquoi on en arrive à trop long, trop cher? Alors que, si on regarde Google ou Facebook ou Linux ou Mozilla, on dit pas à ces gens-là trop long, trop cher. On leur dit, ça va très bien. Tiens, hop, une demande, ça y est, maintenant mon courrier, les labels, ils sont en couleur. Bon, très bien, super. Et la DSI, non, le coût marginal d'ajout d'une fonctionnalité est de plus en plus élevé, avec l'augmentation de la complexité. Les projets transverses sont des cauchemars et la moindre innovation est un conflit. Bon, constat de départ. Donc, premier essoufflement, donc on recherche des postes d'identité, l'essoufflement même de la DSI, c'est-à-dire dans sa productivité. C'est-à-dire, structurellement, sa productivité baisse avec l'augmentation de la taille de ses actifs informatiques. On va voir pourquoi. Mais il n'y a pas que ça en fait. C'est-à-dire que on dit, et c'est un des moments forts du bouquin, c'est de dire que même si on recrée de la productivité, disons un rêve, donc on utilise une banque fictive qu'on appelle la Générale de Banque. La Générale de Banque, une énorme banque parisienne, avec des filiales partout, un énorme système d'information, et Paul Bouillet et DSI de cette affaire, un quinquagénaire. Et on dit, mais même s'il arrivait à régler son problème de productivité et à faire en sorte que maintenant le débit de demande, hein, vous voyez la référence à Goldratt, on est dans le débit. Même s'il réglerait une contrainte à un endroit, puis Voilà. il augmenterait son débit parce que l'usine serait plus productive, est-ce qu'il y aurait vraiment résolu Le problème de l'entreprise. De l'entreprise, puisque c'est ce qu'on cherche, on s'en fout en fait. Au final, donc parce que si on peut faire une analogie, c'est pas parce que, mettons, General Motors aux États-Unis fabriquait plus de voitures qu'il avait résolu le problème. Ça voulait juste dire qu'il y en avait plus dans les stationnements prêts à être vendus, mais pas d'acheteurs. Exactement. Et donc, qu'est-ce qui se passe si on fait de l'informatique 10 fois plus productive qu'on l'a fait aujourd'hui, ce qui est possible, au même prix? On va continuer à informatiser comme on informatise. Et alors là, on est obligé de se projeter dans la forme des organisations, des grandes organisations. Je parle pas des PME, des moyennes vraiment. Placez-vous bien dans les grandes organisations. Et dans les grandes organisations, qu'est-ce qui les caractérise? Il les caractérise une organisation pyramidale. Vous connaissez, donc, c'est-à-dire une organisation caractérisée par des territoires, des départements,
des territoires qui sont fermés, c'est-à-dire que la contribution d'un territoire dans un autre n'est pas bienvenue. Les comptables, vous avez les commerciaux, les back-office, les achats, voilà, ce sont des territoires. Surtout parce qu'on veut être sûr d'avoir le crédit. Ceux en haut de la pyramide veulent être sûrs d'avoir le crédit pour n'importe quel bon coup qui est fait dans leur territoire. Voilà. C'est pour ça qu'on veut peut-être pas les mélanger parce qu'on voudrait pas que le voisin profite de ce. Exactement. On n'est pas incentivé sur ce que recherche le directeur général, c'est un optimum global. Lui, il veut augmenter sa marge, finalement. Et le directeur commercial, lui, il veut augmenter ses ventes. Et le directeur des back-office, lui, il veut, par exemple, minimiser ses coûts, le traitement, ce genre de choses. Donc, on a tout un tas d'optimums locaux. Tiens, le directeur des achats veut diminuer les taux journaliers moyens des informaticiens qu'il achète. Oui, mais manque de bol, quand il achète des informaticiens à 250 €, c'est bien, lui, il a sa prime, mais les projets sont pas. C'est emmerdant, c'est embêtant, c'est ennuyeux. Mais, donc, l'optimum global pour l'entreprise n'est pas atteint. Lui, il a sa prime. Mais l'entreprise, elle, pouf. Bon. Alors. Parce que l'intelligence, ça se fait. Exactement. You pay peanuts, you get monkeys. Ok. Donc, ce qu'on dit simplement, c'est qu'imaginez cette informatique ultra productive, eh ben, elle va continuer à outiller l'entreprise pyramidale dans ce qu'elle fait de moins bien. C'est-à-dire, elle va pas optimiser la collaboration des départements entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, si les ventes sont toujours optimisées pour vendre et vendre, et qu'elles créent ce qu'on appelle des externalités négatives vers d'autres départements, par exemple, comme elles vendent beaucoup, elles saisissent pas toutes les informations, blablabla, et du coup, dans les back-office, il y a des erreurs, des redites, des relances, des surcoûts. Et ça, on s'en fout, Et donc, moi, en tant que DSI, qu'est-ce que je fais? Je donne des systèmes pour encore plus vendre, et au back-office, je leur donne des systèmes pour gérer encore plus d'erreurs. Vous voyez? Donc, on est dans un cycle asservi, mais pas le bon cycle, c'est-à-dire qu'on crée de plus en plus ce qu'on veut pas. Exactement. On s'inscrit totalement dans le mouvement d'entreprise pyramidale et de son essoufflement. Alors, il faut pas non plus cracher dans la soupe et quand on critique, il faut quand même être assez précis, dire, l'entreprise pyramidale, c'est quand même celle qui nous a permis d'être là. Hein. C'est pour ça qu'on est dans un immeuble qui a été construit par une entreprise pyramidale, vous êtes venu dans un avion qui a été construit par une entreprise pyramidale, etc. Donc, c'est très important de dire simplement, voilà, c'est un mode d'organisation qui nous a permis de faire des grandes choses. On ne rejette pas tout. Et on rejette pas tout, mais simplement qui s'essouffle. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour percer le plafond? On appelle percer, surperformer. Et là, il y a une métaphore intéressante qu'on a utilisée, qui est celle de l'imprimerie. Tiens, l'imprimerie, c'était une techno comme la nôtre, une nouvelle techno. Et est-ce que tu remontes à Gutenberg? Donc, je suis à Gutenberg, plouf, on est en 1460 et quelques, etc. Et on a cette invention qui diffuse très vite, en fait, dans toute l'Europe. Mais ce moment de l'Europe et simplement, et la règle qui prévalait en Europe à ce moment, c'est que le savoir était détenu par une élite, en gros, le clergé et la cour. Le clergé et les cours, en gros. Et l'imprimerie, donc, sa potentialité, c'était de faire claquer cette règle et de diluer le savoir. Mais, observez bien ce qui s'est passé. C'est pas l'imprimerie qui a changé le monde, qui a percé le plafond. L'imprimerie toute seule, elle a émergé dans un contexte qui était aussi le contexte de la réforme. Vous savez, il y avait les luthériens et les calvinistes. Et on regarde les stats, tiens, au début donc en 1500 et 1530, on regarde les stats un petit peu, et où sont les 2/3 des presses? Où sont les 2/3 des imprimeries? Et ils sont en Allemagne. 2/3 des imprimeries sont en Allemagne. Tiens, donc c'est là où il y a la réforme, qu'on imprime le plus de livres, et on regarde en plus dans quelle langue ils sont pas imprimés en latin, ils sont imprimés en langage vernaculaire, c'est-à-dire le langage des peuples locaux. Donc ils sont vraiment eux ils ont brisé la règle. Ils ont dit, on a une nouvelle techno, et on casse la règle que, attendez, le savoir c'est pour l'élite, quoi. Et dans les pays, les futurs pays après le Concile de Trente de la contre-réforme, c'est-à-dire ceux qui vont se crisper, donc l'Europe du Sud, là on fait de l'imprimerie, mais c'est pour les moines et la cour, etc. Et donc on surperforme pas grâce à cette technologie-là. Et alors cette analogie, elle est, c'est Alain Perfit qui est un homme de science français, qui est pas de mon bord politique, mais qui est quelqu'un de brillant, qui a écrit un bouquin qui s'appelle La Société de Confiance, que je vous conseille. C'est un gros pavé, mais bon, La Société de Confiance. Je fais la promo parce que ça m'a influencé. Et donc si on fait le parallèle, pouf, 2009. Qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, effectivement, on parle beaucoup de Web 2.0, blablabla, de long tail, Wikipédia, collaboration. Et qu'est-ce qu'il y a dans l'entreprise? Il y a tout ça? Non, il n'y a pas. Il n'y a rien de ça. Donc, voilà, on est dans un ordre pyramidal et on utilise des outils informatiques qui pourraient
nous affranchir de cette règle de l'ordre pyramidal, c'est qu'il faut faire le pari de la maîtrise, il faut tout contrôler, il faut spécialiser les expertises, etc. Alors qu'on pourrait être dans un autre pari, qui est celui de Wikipédia, en gros. C'est-à-dire, mais les gens sont bons. À 99,9%, ils sont bons. Et on peut donc s'intéresser à les rendre beaucoup plus autonomes, à respecter leurs initiatives, c'est-à-dire faire des logiciels qui évoluent vite, et à faire des systèmes ouverts. C'est-à-dire des systèmes où qu'il est aussi aisé d'utiliser que de contribuer. Wikipédia, vous cliquez, vous utilisez, c'est simple, moteur de recherche, si tu veux modifier, pouf, tu fais edit, tu fais save, c'est fini. Mais ça, c'est très insécurisant pour ces gens, pour la direction, parce que ouvert veut dire que tu conformes pas selon quelque chose de pré-mâché. Un pattern, là. Tu peux, tout à fait. les gens ont peur de se retrouver avec ce qu'ils voudraient pas, c'est-à-dire des non-conformités. Même si aujourd'hui, ils ont plein de non-conformités, mais ils ont l'impression que ça semble pas rationnel. Tu sais, on repasse dans le passé. Tu sais comment ça s'est terminé entre les réformistes et les contre-réformistes. Il y a une date qui s'appelle la Saint-Barthélemy. Ils sont toutes, on a passé un siècle de guerre de religion. Il y a eu la réforme, donc on change. La contre-réforme, donc le Concile de Trente, qui durcit le catholicisme, hein, et qui dit non, c'est pire. Et donc là, on est dans une période de rejet, un repli, une peur, une réaction face à ça. Ensuite, on a Henri IV et l'édit de Nantes. Et cool, les gars, c'est cool. Et puis Louis XIV, révocation de l'édit de Nantes. Enfin, c'est un conflit qui a eu ça a pris 300 ans. Ça a pris voilà. Incroyable, donc on veut pas vivre ça, j'ai pas envie de vivre ça. Mais est-ce qu'on peut le vivre différemment? Parce que la nature humaine étant ce qu'elle est, peut-être qu'il n'y a pas d'autre chemin possible, parce que le processus d'apprentissage, parce que c'est un processus d'apprentissage que les grosses organisations doivent faire, on peut rêver et espérer que ça se fasse différemment, mais peut-être que ce processus d'apprentissage-là, moi, souvent, j'ai une expression qui dit que même si on prend une fleur et on tire dessus, elle poussera pas plus vite. Faut lui laisser, tu sais, faut plutôt lui mettre de l'engrais, de l'eau. Tout à fait d'accord avec toi. C'est-à-dire qu'on peut pas changer les gens. On peut se changer soi. Moi, je peux changer, je peux décider. J'ai décidé de changer des choses depuis que je suis jeune. J'arrête de mentir, je trompe pas ma femme, j'ai changé des choses. Mais on peut pas changer les gens. Je peux pas. Hier, j'ai fait ma présentation. Mon objectif n'était pas de changer les gens. J'ai expliqué tout ça. Et je sais très bien que mon objectif, c'était pas de changer les gens, c'était de choper un mec. Il y avait 120 personnes. J'ai récupéré un mec qui s'est dit, ça m'interpelle. Et c'était ça le truc. C'est récupérer un type qui veut quelque chose. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Effectivement, on va, qui plus est, je peux certainement pas dire, mais attendez, il y a ce qui marche, et il y a ce qui serait peut-être mieux. Parce que, donc, le gars dans la pyramide, légitimement, il peut me dire, mais tu te fous de ma gueule, enfin, où tu l'as vu marcher? Oui, Wikipédia, mais c'est pas mon truc, quoi. Enfin, c'est gentil. Montre-moi une banque, grosse banque, un vrai truc, quoi. Où ça a marché, puis là. Un cas concret. Voilà. Parce que ce qui est drôle, c'est que souvent, quand il arrive une innovation qui est majeure dans un secteur, par exemple, je vais donner juste une analogie. Donc, dans le secteur des assurances, Microsoft a été en train de démontrer à ce secteur-là que les langages fonctionnels comme F# pourraient être utiles pour eux. Parce que, grosso modo, des traitements qui prenaient des heures, à cause que les langages fonctionnels, on peut les exécuter en parallèle sur plusieurs processeurs, ils leur ont montré que ça peut se faire en quelques minutes. Donc maintenant, il y a la première compagnie d'assurance qui a fait l'épreuve, elle s'est dit, faut que je montre, faut que mes développeurs se mettent à apprendre des nouveaux langages. Et culturellement, il n'y a pas de problème. Les développeurs, eux autres, ils sont intéressés, surtout si c'est un outil qui est utile. Mais ce qui est drôle, c'est que de se voir que toutes les autres compagnies d'assurance sont en train de copier parce qu'ils se disent, oups, mon voisin fait ça. Voilà. Il y a sûrement quelque chose que j'ai pas compris. Il y a toujours un point d'inflexion où le mainstream change de côté. Mais sans même avoir de preuves, il se dit juste, si lui fait ça, faut que je fasse ça. Ouais. C'est un peu le principe des voisins gonflables. Mon voisin s'est acheté une piscine, je dois m'acheter une piscine. Puis c'est ce qui se passe entre autres. Est-ce que c'est une vague de fonds pour le domaine d'assurance? Je saurais pas dire, mais en tout cas, les gens m'expliquaient qu'on voit cette petite tendance-là aux États-Unis. Et là, tu sais, on est dans un changement qui perturbe pas de paradigme profond. Tu vois, les développeurs ont toujours et de tout temps appris des nouveaux langages et qu'ils ont introduit des innovations technologiques, etc. Et on change pas, par exemple, le fait que, tiens, le développeur est piloté par un cahier des charges, ou il y a eu un budget annuel qui a planifié des choses, ou tiens, la DSI est divisée entre la direction des études et la direction de la production, des grands paradigmes, en fait. On remet pas ça en cause dans l'innovation que tu cites. Ce qu'on explique dans l'informatique conviviale, c'est-à-dire si on voulait introduire des nouveaux gènes, donc j'ai décrit 2 ADN finalement, celui de l'entreprise pyramidale et puis celui de
de communautés plus ouvertes finalement. L'entreprise Web 2.0. L'entreprise Web 2.0. Donc je parlais de Wikipédia qui est pour moi très emblématique parce que attends, il y a 25 salariés, plus de 100 000, plusieurs centaines de milliers de contributeurs. C'est juste fascinant. Mais si je redescends dans le monde du business, des gens comme Facebook ou Salesforce, par exemple, appliquent le même pattern. C'est-à-dire qu'il est aussi aisé de s'en servir que d'y contribuer. Allez, créer un compte développeur chez Salesforce, vous comprendrez, chez LinkedIn. Ouais. C'est très simple de faire un plugin, de faire une appli, de faire un truc. Et c'est ça qu'ils cherchent. C'est-à-dire, le but de LinkedIn est atteint quand les gens y contribuent sans appeler le support. Ok. Et ça, en fait, précisément, donc ce code génétique, il marche aussi dans le business. Mais il marche pas dans les entreprises classiques pour l'instant, où on fait le pari de l'entreprise pyramidale. L'entreprise classique, elle doit accepter de changer des paradigmes profonds. Et elle ne le changera pas, bien entendu, d'un coup. Sinon, ça va être la Saint-Barthélemy, hein, parce que là, si on oppose des choses, si j'arrive plus massivement en disant vous devez faire ça, c'est totalement. Je veux pas ça, je veux pas une guerre de religion. Ce qu'on peut faire, en revanche, et c'est le chemin balisé dont on parle dans le bouquin, c'est ça l'histoire, c'est de dire, mais montrons l'exemple. En fait, le chemin, c'est déjà de faire un produit agile, convivial. Donc, de faire autrement. Donc, parce que quand vous faites un produit agile, c'est vous allez voir un innovateur métier, vous dites top là 3 mois. Je comprends pas. D'habitude, c'est 2 ans. Non, top là 3 mois. On va faire différemment. Wow. Donc, le chemin est balisé. J'ai pas révolutionné la DSI. J'ai juste dit là, il y allait y avoir une équipe dans laquelle on allait faire confiance, puisqu'on n'a pas de cahier des charges, on a juste donné un budget, un but, et on dit 3 mois, un résultat, un produit, un truc en prod. Moi, mon client principal, il est dans le secteur financier. Juste de faire changer le paradigme que il existe un concept de produit, qu'une application c'est un produit, et que ce n'est pas une suite de projets. Parce que le paradigme est tout orienté projet. Ouais. Pour eux, c'est un choc parce qu'ils sont habitués d'aller chercher leur budget par projet. Exactement. Et puis ils ont l'habitude quand un projet se finit, si t'as été dans tes temps, tes coûts, tout ça, c'est pas grave ce que tu laisses. Tu transportes un paquet de problèmes à un autre groupe. À un autre groupe qui s'appelle la maintenance, et hop. Et là, on est encore dans les externalités, vous avez vu, vous vous souvenez? Crac, les problèmes, la dette technique, tout ça. Oui, mais c'est plus moi, là. Moi, j'ai fini, je passe à un autre projet. Tout à fait. Quand tu leur dis non, c'est un produit, ça veut dire que tu dois le maintenir, et c'est ton même budget qui va maintenir. Là, les tests, ça devient quelque chose qui est comme beaucoup valorisé parce qu'ils se disent, wow, tout à l'heure, il va falloir que je sois capable de modifier mon application. Si j'ai pas de jeu de test, ça va être difficile. Donc c'est très profond, changer de paradigme, mais c'est très difficile. Exactement, c'est très difficile. Donc il faut accepter le temps. Il faut avoir l'humilité de dire, mais finalement, Mario, est-ce qu'on est sûr que si toute la DSI était organisée en produits, en équipe autonome produit, hein, donc comme Amazon, etc. Moi, je suis même, vu que je l'ai jamais vu à part chez Amazon, je suis pas sûr de dire qu'à la Générale de Banque, ça serait ça. Donc peut-être que la seule chose qu'on puisse dire, ça, c'est dire, attendez, jouons juste un peu ce pari-là, en marge du pari principal, hein, de la maîtrise, du pari pyramidal. Essayons de créer une équipe produit, plusieurs équipes produits. Ensuite, mettons un sas de décompression entre ces deux cultures, parce que là, vous avez créé deux cultures, c'est-à-dire le monde pyramidal, organisé en tâches, contrôle, territoire, et le monde d'équipes pluridisciplinaires, où on a des budgets annuels sur un produit, etc. Donc là, c'est deux chocs des cultures. Donc vous imaginez l'Allemagne de l'Est et l'Allemagne de l'Ouest, quoi. Donc il faut un checkpoint Charlie au milieu. Hein. Sinon, le checkpoint Charlie, c'est l'endroit où, vous savez, c'est un peu crispé, mais ça passe quand même, quoi. Ça passe. Mais est-ce que c'est possible que ça se passe dans l'organisation? Parce que moi, il me semble que le modèle plus plausible, puis peut-être que je me trompe aussi, c'est plutôt, entre autres aux États-Unis, c'est ce qu'on a vu, c'est que là-bas, on peut ouvrir des banques. Donc, c'est des nouvelles banques qui s'ouvraient sur ces modèles-là. Bien sûr. Et les vieilles banques, eux, s'écroulaient sur leur fondation. Et est-ce que, même dans un pays comme la France, c'est pas quelque chose qui peut arriver? Parce qu'à un moment donné, il y en a qui vont prendre le pari et dire, nous, on va se structurer comme ça. Ils vont tellement réduire leurs coûts, tellement bien satisfaire leurs clients. C'est les sociétés qui s'adaptent vont survivre. Voilà. Alors ça, c'est la grande thèse. C'est ce que tu viens de dire, Guy. C'est-à-dire les sociétés qui s'adaptent survivent. Parfois, certains grands acteurs n'arrivent pas à s'adapter. Certains grands empires, tous les grands empires, les plus grands ont tenu Milan. Bon, Milan, c'est pas mal. C'est mieux mais ça finit par crever parce qu'effectivement, on s'adapte plus et on se referme. C'est toujours la même histoire. On se referme sur nos règles, on met des armées partout, etc., etc. Donc, il y a ce que tu dis, Mario, c'est-à-dire il y a des startups, des machins qui se fondent sur ces nouveaux paradigmes. Et je suis bien basé pour ça. Je travaille en marge d'Octo sur un logiciel open source qui s'appelle Octopus Microfinance. Et qui outille ce genre de nouvelles entreprises qui sont des banques
mais qui se développe sur un paradigme totalement différent. Ouais. Et donc, mais on fait aussi le pari d'aider nos clients, quoi. Ceux qui tenteront de s'adapter, on va essayer de les aider. Je sais pas où tout ça va nous mener, mais je sais qu'effectivement ceux qui sont nativement dans un génome ouvert, effectivement, toutes les jeunes générations, personnes, toutes ces boutiques comme Google ou Salesforce, machin, sont massivement dans ce pari-là. Parce que c'est un beau défi. Prendre une grosse organisation parce qu'ils ont des moyens financiers faramineux. Absolument. Puis parce que c'est facile de lancer la serviette, de dire bon ben on recrée de zéro, mais plutôt de dire non, on va travailler dans l'organisation et on va chercher à créer, à modifier son ADN finalement avec un parcours. Puis c'est ce que ton livre explique un peu. Donne un exemple de ce que pourrait être un parcours. Voilà, je vais donner un exemple et je vais quand même étayer le dire. Le livre n'est pas qu'un modèle. Le livre, c'est un roman parce que tous les personnages, c'est nous. On l'a vécu. Donc il y a des endroits, si vous voulez, où je vais décrire 3 étapes. Le produit convivial, qui est la première étape, faire un produit vite. Le produit convivial intégré, donc celui qui est connecté au SI, parce que vous faites un site web pour un innovateur, blablabla, mais à un moment donné, il faut connecter au référentiel d'entreprise, il faut pouvoir poster des commandes dans la SAP, et donc et un troisième étape qui est la DSI conviviale. Donc on a des expériences dans ces 3 étapes, dans des grands comptes. Je pense que c'est important que tu montres ces 3 étapes-là, parce que la première étape, elle existe de façon très implicite dans beaucoup d'organisations. C'est la fameuse application Microsoft Access qui est faite complètement en vase clos. Chaque été, les stagiaires arrivent et on innove. Enfin, quoi. On respire. Effectivement, Access, machin, et de plus en plus maintenant le cloud, c'est-à-dire qu'on peut aller loin, quoi. Tu vois, c'est ça qui est génial. C'est ça qu'il faut permettre. C'est fantastique. Mais cette première étape-là, si on reste là, on s'intègre pas avec la DSI. Et c'est ça le blocage qui se passe, C'est ce fameux choc des cultures, c'est-à-dire qu'après, vous la connaissez, l'histoire de l'APS Access. Donc, elle est faite sous les radars, machin. Elle sert beaucoup. Elle a rien coûté. Elle a beaucoup de valeur. À l'inverse de la plupart des applis c'est un truc où elle coûte beaucoup. Bon, et donc elle a beaucoup de valeur, mais quelle est son histoire? C'est toujours la même chose. Elle tient 6 mois, 1 an, et puis après, à un bout d'un moment, elle pète une limite. Je sais pas. Ça dépend. Une limite de performance. Tiens, elle a du succès, donc il y a plein d'utilisateurs, etc. Et Access, il commence une limite de sécurité. Tiens, il y a 3 milliards maintenant en gestion là-dedans. Je flippe là. Enfin, d'ailleurs, il y a un trader qui est parti avec. Moi, j'ai plein des histoires comme ça. Et quand on pète une limite, donc là, l'innovateur là, qui était souvent dans la direction métier, il dit, il va voir la DSI, il fait, bon, les gars, voilà, moi, ça m'a coûté 5 000 euros, aidez-moi, quoi. Quand on lui dit, ça va te coûter 500 000 euros, là, il flippe, lui, il dit, ben voyons, ça n'a pas d'allure. Et même pire que ça, Mario, il se fait insulter. En plus, on lui dit, parce que le gars n'a pas respecté les règles. Oui, donc vous voyez, il n'a pas respecté les règles, c'est pas écrit en Java ou c'est pas machin, etc. Et donc c'est grave. Vous voyez, mais il faut. On enfreint les règles. Les règles qui moi structurent mon univers, ma DSI, etc. Et quand j'ai et là on va revenir à Albert Jacquard, quand mon univers n'est que est borné à ça et que j'ai du mal à tolérer d'autres univers. Et ben voilà, je vais non seulement te dire ça va être très cher, en plus je vais te maltraiter. Et je vais me dire, mais par exemple je te maltraite et je vais dire mais ton truc c'est nul, c'est laid, etc. Et donc si tu veux vraiment un truc, tu refais un cahier des charges. Et toi c'est terrible pour toi parce que t'as un truc qui marche, tu voudrais juste qu'on te l'étende en sécurité ou en performance. Puis souvent qu'au niveau de la convivialité, parce qu'on a pris une approche assez agile, on a changé l'interface, on l'a adapté à l'être humain. Très souvent au niveau convivialité, elle marche très bien. Elle marche très bien. Ça répond à des besoins. Et donc on est parti de ce constat-là, parce que ça j'en voyais beaucoup depuis 10 ans, j'en vois plein des histoires comme ça, c'est fantastique. Et là, tu voyais la rupture entre l'innovation et la rationalisation, entre les barbares et l'empire. Vous voyez. Et donc c'est pour ça que le step 2 là qu'on a mis en place, hein, c'est de dire mais ok, ce conflit il est structurel. Il y a des gens qui innovent, qui sont plus des nomades, et des gens qui sont plus sur les territoires et qui aiment bien les choses stables. Et ces 2 populations s'angoissent mutuellement. Donc, et pourtant elles auraient tellement à s'enrichir, mais elles s'angoissent mutuellement. Donc, créons des lieux des lieux de paix où on peut interopérer. Et donc, ce qu'on fait, c'est que finalement, pour passer d'un produit qui a été fait en agile dans une équipe autonome, enfin un stagiaire, à un produit qui interopère avec la DSI, il faut organiser ce checkpoint Charlie. C'est très important le mot checkpoint Charlie. Ça veut dire, connaissez-vous une DSI qui a une offre standard
d'interconnexion au cloud. C'est-à-dire, par exemple, c'est très simple, hein, vous êtes dans une branche métier, vous allez voir le DSI, et mon DSI, j'ai une appli là, Tartanche-Murs, qui a été développée, tu n'en as même pas entendu parler. Je voudrais l'interconnecter au réseau sécurisé. Donne-moi le formulaire 33 bis pour que je te fasse ma demande. Voilà, ça n'existe pas. Le premier truc qu'on va dire, mais c'est abruti. On va te redire, vous avez heurté le monopole, c'est n'importe quoi, vous faites n'importe quoi, etc. Et or, c'est tout à fait possible. Et on l'a fait. Vous imposez le fait qu'il existe une offre d'interconnexion du cloud avec toutes les firewalls qu'il faut. Il en faut 6 firewalls. Très bien, on met 6 firewalls. Parfait. Mettez ce que vous voulez. Mais pourquoi ça prendrait plus d'un jour de connecter une adresse IP fixe avec un contrat de service documenté, propre, voilà ce qui se passe, voilà comment monitorer. Et il n'y a pas de problème. Ça se fait aisément en voilà. plus. Mais par contre, ce qui fait que c'est difficile très souvent, c'est que cette externalité-là, elle n'est pas sous le contrôle de la DSI, et c'est là où ça heurte, parce que les gens ont peur parce qu'ils sont bien conscients que si ça a été fait une fois, ça pourrait se faire 2, 3, 10, et se disent, voilà. Je vais peut-être perdre ma DSI à la terme. Exactement. Et donc, lâcher. Et donc, les gens lâchent pas. Parce qu'effectivement, toi non plus, si je te dis, écoute, les talk shows, en fait, on va les faire par d'autres, et tu devrais, tu sais, diluer ton truc, et tu devrais le faire autre chose. Et tu vas, merde, il faut que tu te projettes dans autre chose, ce qui serait peut-être bien, mais bon, il faut que tu te projettes, c'est compliqué, et c'est compliqué pour la plupart des gens. Et alors, et donc ça, c'est vrai, c'est-à-dire, il faut une initiative, enfin, il faut une pression. Et c'est pour ça que on démarre le bouquin comme on démarre le but. Ça démarre comment le but? Le patron d'usine va se faire virer. Là, c'est pareil. Le DSI va se faire virer. Le DG rentre et me dit, tu fais chier, Paul. J'en ai marre. Et donc, ça, si vous voulez, quelque part, ça pousse un peu à l'action. Et c'est ce qui se passe, quoi, hein, donc aujourd'hui. Donc, on peut pas les DSI peuvent, et j'en avais 15, comme je vous le disais hier, ils le ressentent, donc ils le nient plus. Ils disent pas, personne dit tout va bien. Tout le monde dit oui, mon DG me dit trop long, trop cher. Donc, ils sont à l'affût de solutions. Donc, des solutions simples, qui renversent pas tout l'ordre établi d'un coup. Et ils disent, bon voilà, il y a un chemin balisé. Vous autorisez des équipes autonomes, quelles qu'elles soient, sous votre contrôle ou pas sous votre contrôle, c'est pas le problème. Vous faites une offre standard d'interconnexion à l'Empire. Notamment, donc on va appeler Checkpoint Charlie. J'aime ça, à l'Empire! Il contre-attaquera peut-être, mais bon. C'est sûr que l'Empire va contre-attaquer. C'est dans la nature humaine. Parce qu'il il trouvera du plaisir à travailler avec les rebelles. Certains, mais il y a toujours des gens dans l'Empire qui, eux, prennent plus de temps pour comprendre et eux autres vont être le groupe qui va essayer de faire sa contre-attaque. Mais un avantage d'un modèle comme celui-là, c'est que la DSI peut garder le focus sur des projets porteurs, les grands piliers, et puis laisser aux usagers, aux différents départements, les petites choses. Les petites innovations métiers, sur lesquelles elle est très mauvaise, puisque la DSI, c'est des ingénieurs, c'est des gens qui sont habitués à planifier, à faire des plans, etc., qui aiment bien les choses précises. Et quand vous êtes dans l'innovation, c'est tout l'inverse. C'est flou. Je sais pas, moi. Je sais pas. Ouais, j'ai mon idée, c'est l'extranet client, peut-être. Il y aura combien? 1000 clients? Mais je sais pas, 500. Et donc, on demande, c'est terrible, la DSI, quand elle essaye d'adresser des innovateurs et qu'elle leur demande des cahiers des charges, c'est un vrai cauchemar. Donc, effectivement, comme tu dis, Guy, ça pourrait la délester de choses qu'elle sait pas faire et qu'elle fait très mal. J'en viens donc voilà, Checkpoint, donc imaginez maintenant des produits indépendants, innovants, et un Checkpoint Charlie, et donc qui fluidifie un peu l'interopérabilité entre des logiciels de l'Empire et des logiciels des barbares. Et donc du coup, ça veut dire que concrètement, sur le poste de travail d'un mec de la banque, vous aurez de manière intégrée des applis qui auront été faits dans l'Empire et d'autres qui ont été faits chez les fous. Puis autant que possible, parce que ça coûte vraiment pas très cher, ils peuvent avoir des looks unifiés. C'est-à-dire qu'on ne sait pas qu'est-ce qui a été fait par l'Empire. Exactement, c'est ce qu'on a fait dans plusieurs endroits, absolument. Mais une des choses qui m'intéresse, c'est qu'on a dit que tu ne casses pas le punch de ton livre, parce que faut quand même inciter nos auditeurs à aller le lire dans la mesure où est-ce que ce que tu racontes, c'est qu'il y a une histoire, il y a un cheminement, et grosso modo, on sait pas quoi. Ça peut être un flop total, ça peut être un succès total, ça peut être dans le milieu. Et parce que le fameux Paul de ton roman, lui, il est dans une aventure, il est dans un cheminement. Ouais. Enfin là où c'est ce qui peut être un succès ou pas, c'est tout ce qui est innovant en fait. Tout ce qui est innovant, et c'est pour ça qu'il y a un proverbe qui dit fail early, quoi. Faites vite, quoi, parce que
on sait pas. Et donc, c'est pas, si on fail au bout de 3 mois en ayant dépensé 300 000 euros, c'est pas grave. C'est pas grave pour la générale de banque. Mais si on en a fait un truc énorme, avec machin, et qu'on fait 2 ans au bout de 30 millions d'euros, et qu'on fail parce que c'est pas, c'est plus embêtant. Donc, voilà, ça permet ça. Puis de toute façon, dans nos vies de tous les jours, on essaie plein de choses puis c'est pas grave parce que ça fait partie de la nature humaine d'essayer de, tout à l'heure, je vais devoir retourner à mon hôtel, puis peut-être parce que ça va me tenter, puis j'ai un peu de temps, je vais dire, OK, je vais essayer cette rue-là. Je suis à Paris, je suis pas en Amérique, donc les rues sont pas perpendiculaires. Et donc je vais me perdre, je vais rater, je vais échouer, il y a des chances. Il y a des chances. Mais je le fais en toute conscience, puis il y a une partie plaisir aussi, puis c'est pas grave, même si je fais à 15 minutes, qu'est-ce que c'est 15 minutes? Voilà. C'est vendredi, il fait beau, c'est ensoleillé, c'est Paris, profitons-en. Mais cela dit, voilà, toi c'est ta posture, ça me permet de passer un petit message intéressant qui est, c'est pas ce qu'on nous apprend à l'école. À l'école, on t'apprend pas à perdre, en fait. On t'apprend à gagner. C'est ce qu'a redit Jacquard, d'ailleurs. Ouais. Et ça crée un tropisme pénible. C'est-à-dire, je vois bien dans les entreprises, l'échec est un tabou. Et je pense que chez vous, c'est peut-être différent. On m'a souvent dit en Amérique du Nord, on valorise assez l'échec, finalement. J'ai vu des Américains me dire très ouvertement, c'est génial. Moi, j'ai planté 2 entreprises, puis là, j'en suis à ma 3e. Je suis quand même largement moins con, etc. Est-ce que tu vois beaucoup de gens qui font les échecs, qui font les premières pages de Newsweek? Donc je me demandais si c'était vrai, justement. Parce que nous, ici, c'est clairement un tabou, si tu veux. C'est-à-dire échouer, on va étouffer l'affaire. Il y a pas de non, mais tout va bien. Tout ce projet est un succès mitigé, mais c'est un succès. Enfin, oui. Et on a un problème avec l'échec. Et donc, cette mentalité qui voudrait dire, mais c'est pas grave, échouer vite, c'est pas grave, elle prendra du temps à rentrer si elle arrive à rentrer. Il y a donc un produit convivial intégré avec le Checkpoint Charlie. Et le 3e step qu'on décrit, c'est, vous savez, il va y avoir des systèmes pyramidaux et puis des systèmes conviviaux, on va dire, faits par des équipes et tout ça. Comment ça tombe en marche ensemble, vous savez? Parce qu'on pourrait dire, mais finalement, attends, Pierre, l'organisation dont tu parles en produit, tout ça, si on remonte au début de l'informatique, c'était à peu près ça. Alors avec d'autres technologies, en mainframe, mais finalement, on avait des informaticiens qui étaient polarisés sur la technique, parce que la technique était compliquée, donc ils avaient du mal à discuter avec les métiers, mais finalement qui étaient organisés en produits et qui faisaient un système d'information. Et puis, comme il y a eu des problèmes d'interop, de sécurité, enfin d'homogénéité, on a inventé des forces transverses. C'est là où sont arrivés les RSSI, les responsables de sécurité, les architectes, les enterprise architectes, les normes, toutes les normes qui sont venues finalement tenter de mieux faire, de mieux homogénéiser la production de systèmes d'information. Et il se trouve que dans la DSI, comme d'ailleurs dans l'entreprise, on y reviendra, les forces transverses, c'est là où il y a le plus de gaspillage, d'inefficience. C'est-à-dire, si vous regardez un système d'information, si vous regardez les standards qu'il promeut, et le fric qu'on dépense dans les directions d'architecture transverse pour promouvoir un standard de développement, whatever, il y a une énergie folle qui est dépensée pour des résultats médiocres. C'est-à-dire, les standards ne se diffusent pas très mal. Que les gens font des pilotes doc, etc. Il y a des standards même de niveau applicatif. Peut-être dans les systèmes d'information, il y a des choses très importantes, ce sont des référentiels. Il y a beaucoup de gens qui essayent de monter et de faire converger des référentiels groupes. Référentiel produit, référentiel client, parce qu'on a toujours le fameux mythe de la réutilisabilité. Bravo, de la centralisation. Ben voilà, si je mutualise et je réutilise, c'est moins cher. Manque de bol, j'ai des effets systémiques là. C'est-à-dire que quand je mutualise, j'accumule aussi de la complexité à un endroit. Ça se réutilise plus. Et ça se réutilise plus du tout parce que je ne suis pas un spécialiste de l'informatique, donc je ne sais pas gérer des gros logiciels. Et en plus, je mets pas les meilleurs à ces endroits-là, donc j'ai des logiciels dont les temps de cycle sont de 2 ans. Et donc, qu'est-ce qui se passe structurellement? Quand les clients, moi je suis à la succursale à Taïwan et j'ai besoin d'une nouvelle donnée dans le référentiel client, j'attendrai pas 2 ans. Donc, je vais me faire mon petit truc, etc. Et donc, c'est toujours... Et on revient à Microsoft Access, comme tu dis. Puis en plus, il existe un formulaire A31 pour demander d'avoir des fichiers extraits pour alimenter ce Access. Parce que c'est ce qui se passe. Et voilà, la nature hors du vide. Et donc, cette espèce de semblant d'économie, c'est un succès mitigé, comme d'habitude. Et donc, puisque derrière, tu as de la création spontanée de systèmes d'information dans les branches, etc. Donc, c'est ce qu'on appelle, et ce qu'on avait les systémiciens avaient théorisé, ils appellent ça la tragédie des communs. La tragédie des communs. Tout ce qu'on met en commun, ça finit dans une tragédie. Tout le monde en abuse, et
Et on a ce problème-là. Et alors là, ce qu'on a fait, là où on a fait sa marge, c'est que tous ces communs, on va en prendre deux, un référentiel client et puis un socle .NET assorti de normes de développement. Et ben, on les a organisés dans cette logique de la pyramide, dans une logique fermée, c'est-à-dire je suis le chef du socle .NET et c'est moi qui ai les idées, c'est moi qui vais le faire, c'est moi qui fais la doc et vous êtes mes clients et vous êtes mes sujets en fait. Vous n'êtes pas mes clients, vous êtes mes sujets parce que je suis dans un monopole. Pareil sur le référentiel groupe, tu veux, vous êtes mes sujets. Après, vous pouvez, voilà, vous vous enfuirez, bien sûr, mais au départ, je vais le prendre comme ça. Mon territoire est fermé, votre contribution n'est pas la bienvenue, et je suis spécialisé là-dedans, donc tout ce qui crée des externalités sur les autres, ça m'est totalement égal. C'est terrible, hein, parce que les gens sont bons en plus, mais on leur a dit de le faire comme ça. Et la structure est plus forte que les gens. Et on observe, et notamment, je pense qu'il faut quand même se rendre à César, il appartient. Enfin, les communautés open source ont quand même montré ça. Il n'y a pas de direction de l'architecture chez Mozilla ou de forme centralisée. On est plutôt dans un monde de standards émergents, c'est-à-dire qui respecte finalement la contribution des utilisateurs. Et donc, là où nous, enfin, Octo maintenant, quand on outille des directions transverses qui portent quelque chose de commun, potentiellement tragique, on les engage dans une dynamique d'ouverture, de se dire mais finalement votre boulot c'est pas d'être le meilleur référentiel d'entreprise, votre boulot c'est de faire en sorte que cette version 1 du référentiel d'entreprise elle soit aussi facile à utiliser que les gens d'y contribuer. Ça doit être facile je reprends mon histoire, pour les Taïwanais de sign up pour un compte développeur, de faire des modifs, de repasser la batterie de test automatisée, de faire un fork d'une release pour pas perturber les autres, etc. Ça doit être facile. Donc, de passer d'une logique c'est mon truc, les normes de développement, etc., à une logique contributive où le standard est ouvert, la contribution des utilisateurs est la bienvenue, et donc j'ai une posture beaucoup plus humble, tu vois, je suis à la tête de ça, vous êtes plus mes sujets, vous êtes ma communauté, mes potes, quoi. Donc on fera pas ça partout, bien entendu. Mais quand on fait ça, ça marche beaucoup mieux. Donc il y a le phénomène d'adhésion ensuite, etc., qui se passe, et il y a du apprenant à jouer l'excellence, pour le coup, quand on fait ça. Donc voilà, c'est comment éviter la tragédie des communs, et ben, quand on s'attaquer aux directions transverses, à tout ce qui a été mis en transverse, raisonner plutôt en territoire ouvert, utiliser les ressources qui sont autour de vous plutôt que de dire mais il me faut 50 personnes pour opérer ce référentiel, sinon je ferai rien. Mais non, mais soyez 3 et utilise tes utilisateurs, ça marchera tout aussi bien. Wikipédia. En fait, c'est un genre de parallélisme où on délègue aux utilisateurs le fait de développer leur propre petite application. Voilà, donc tu vois, il faut faire attention, je dirais, on va reprendre et aller au bout de cet exemple pour bien être dans le concret. Le référentiel groupe d'entreprise, là, d'une énorme groupe. Le référentiel client. C'est une tragédie. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Donc, on va dire, il y a une équipe de 50 personnes qui opère ce truc, machin. Donc, on garde 50 personnes, si vous voulez, il n'y a pas de problème. Sauf que, donc, on y met des wikis, on y met de la forge, du SourceForge, de l'App Store, des tests automatisés, des choses qui font que, de plus en plus, les utilisateurs, donc la filiale de Taïwan et ses informaticiens, tu vois, et les informaticiens à Taïwan, la filiale de Johannesburg et ses informaticiens, qui ont leurs propres besoins et qui sont utilisateurs de cette chose-là. Donc, tu vois, c'est pas que tout le monde va développer ce machin espèce d'appel mais tout le monde devrait développer dans Linux, non pas du tout, mais c'est que les quelques-uns qui devraient développer aient la possibilité de. Dans Wikipédia, pour un contributeur, il y a 1000 lecteurs, tu vois. Okay. Mais le contributeur, il est autorisé à contribuer. C'est ça qui est génial. Et donc là, c'est pareil, c'est permettre cette petite énergie-là qu'on perd de l'avoir. D'accord? C'est pas de dire tout le monde doit contribuer. Non, c'est pas mon propos. C'est-à-dire de permettre la contribution de quelques-uns, de ces quelques-uns qui sont totalement inhibés en plus, vu qu'il va en avoir juste quelques-uns,
c'est assez facile quand même pour le fameux groupe central L'Empire. de l'Empire de quand même revalider par, si vraiment il y a, parce que Wikipédia, quelqu'un peut quand même aller éditer puis commencer à dire, changer demain matin, par exemple, la biographie d'Obama puis dire que des choses totalement fausses. Ouais. Qu'est-ce qui se passe? Il y a un phénomène de régulation. Donc, le groupe central, l'Empire, ça va être probablement ça. Ça va être de réguler, s'assurer que ce qui a du bon sens, ce qui devrait être le bien pour l'organisation, ça soit toujours ça qui se retrouve quand même dans le... Exactement. Et ton exemple pour Wikipédia est intéressant, c'est-à-dire il faut bien noter que donc on peut faire des choses contributives utiles pour Wikipédia, c'est-à-dire plus pédagogique, moins de fautes, plus de références, etc. Ou mettre des débilités. Obama est un salaud. Il y a eu 17 000 contributions sur Obama, c'est-à-dire que comme sur Jésus, autant que sur Jésus, c'est-à-dire que c'est un truc très controversé où il y a eu beaucoup de rebonds, où il y a eu beaucoup de choses comme ça. C'est des mauvaises pages Wikipédia. La plus mauvaise page, c'est George Washington Bush. 40 000 contributions. C'est-à-dire, il y a eu beaucoup de rebonds. Ouais, c'est un salaud. Non, c'est un salaud. Ah oui, parce que maintenant, il y avait des gens qui disaient qu'il mais je sais pas si tu as déjà vu John Udall qui avait fait un screencast de la page UML Alt sur Wikipédia où il a montré comment elle a évolué pendant quasiment 18 ou 24 mois. Ouais. Et dans le screencast, on voit les correctifs, les corrections. Et il dit ici on voit il y a une guerre entre il y a une guerre, voilà. une guerre entre des gens parce que puis c'est ça, Obama, c'est qu'il y a du monde qui voudrait le faire passer pour le diable, il y en a d'autres qui voudraient le faire passer pour un dieu, et la vérité est probablement entre les deux. Exactement. Et l'idée intéressante, simplement, je reviens à ce qui se passait Wikipédia en entreprise, enfin le parallèle qu'on faisait entre les actifs partagés informatiques et Wikipédia, c'est que Wikipédia, malgré tout, malgré ça, il fait le pari de la confiance. Il dit, mais 99,9% des gens vont faire du contributif. Ouais. Donc je vais appliquer la règle par défaut, ça va pas être de la sécurité a priori où il faut où c'est modéré, donc ça serait modéré notamment, c'est-à-dire que là aujourd'hui quand vous cliquez sur save, c'est en prod. Ouais. Ils auraient pu faire dans d'autres forums, vous cliquez sur save, oui, je vous remercie. Mais il y a un modérateur. Et il y a un modérateur derrière. Et ils ont pas fait ça. Parce que ça c'est le pari de la méfiance, on va dire. On fait le pari de la confiance et forcément quand on fait le pari de la confiance, on s'expose aux vandales, des vandales il y en a. Et là, il faut faire des mécanismes de retour arrière très faciles. Donc, je sais pas si vous avez vu, mais c'est très facile de faire un retour arrière. Cette contribution est nulle, retour arrière, on revient à la page dans son état précédent. Et on a les outils pour faire ça en informatique. Voilà, bon, exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on peut faire le pari de la confiance. Je reprends sur mon exemple un gros logiciel partagé qui est un référentiel, qui pourrait être écrit en SQL Server, .NET, blablabla. On a les outils, tu vois, d'une forge partagée sur lesquels on peut faire confiance au développeur taïwanais par défaut. Il va peut-être faire des conneries parce qu'il fait n'importe quoi, c'est un jeune, il n'est pas formé, il est foufou. Mais faisons le pari et c'est pas grave, on sortira dans Subversion, on prendra la version d'avant et on lui mettra une petite claque dans le dos. Mais par défaut, c'est peut-être quelqu'un de brillant qui va rajouter des tests automatisés, durcir l'actif, refactorer, nettoyer, écrire de la doc, ajouter des fonctionnalités sans perturber les systèmes. Pourquoi on s'interdit ça? En fait, il y a plus de chances qu'ils fassent du bien. C'est ça. Ouais. On l'empêche. Et on l'empêche aujourd'hui. Voilà. Donc voilà la grosse histoire de l'informatique conviviale. Et bien entendu, elle se termine pas à l'informatique, puisque ce raisonnement-là, vous voyez, vous pouvez maintenant, il est fractal, vous pouvez le maîtriser. Réappliquez-le maintenant à l'entreprise et à ses commons. Ouais. C'est quoi les commons dans l'entreprise? C'est la direction des ressources humaines, la direction des achats, la direction financière. Essayez d'observer comment elles se sont structurées. Elles se sont structurées de la même manière. Elles grossissent énormément. Et elles aussi sont tous des stratégies, des tragédies, à quelque part. Exactement. Elles subissent la tragédie des communs. Donc, c'est-à-dire qu'elles enflent pour un service de plus en plus de mauvaise qualité. Elles essayent de faire le boulot à la place des gens et ne tirent pas parti de la contribution des autres. Donc, voilà. Donc ça c'est la découverte finalement du directeur général qui lui revient à la figure. Et qui fait quelque chose. C'est-à-dire le bouquin, à un moment donné, on va faire... Donc là, je vous ai parlé donc de décroissance des forces transverses de la DSI, disparaissant dans le cloud, on va dire. Et on fait disparaître, on fait décroître une direction financière, la direction financière de la Générale de Banque. On transforme cette direction financière énorme, bureaucratique, qui fait à la place des gens et qui dit la comptabilité, c'est moi.
t'empêche de faire de la comptabilité, tu n'as pas le droit. Toi, tu es dans le back office ou le front office, tu n'as pas le droit. Et on la transforme petit à petit en quelqu'un qui aide les gens à être autonomes vis-à-vis de la compta. C'est totalement différent comme posture d'esprit. Tu vas te dire, mais merde, si je les aidais à faire leur propre compta, sans les rendre comptables, l'expert comptable, c'est moi, je vais rester, elle va être grande quand même, la direction financière, elle va rester noble, grande, puissante en expertise, mais elle va plus se transformer en coach pour vous aider à être un peu comptable. Un peu partager puis délester aussi, au lieu d'avoir un point central, mais on partage un peu. C'est ça. Mais là, je t'écoute, en réalité, Pierre, nous, on fait un podcast qui s'adresse principalement à des développeurs, des geeks. Je pense que c'est un livre fort intéressant pour les geeks, mais ton livre, la clientèle cible que tu avais dans la tête, c'était beaucoup plus les boss, parce que c'est à ce niveau-là qu'on doit commencer à favoriser le changement. Je te disais tout à l'heure, on se change le soir. Donc, je reste convaincu que ça, c'est-à-dire que si c'est un best-seller, et c'est tout ce que je peux me souhaiter, ça changera personne. C'est une incantation, ça reste une incantation, finalement. Et donc, la seule chose que je puisse espérer d'un bouquin comme ça, c'est ce qui s'est passé pour Goldratt. Il en a vendu 3 millions. Il y a quelques centaines d'usines et de gens, ou peut-être quelques milliers de gens qui l'ont appliqué réellement, et ils se sont fait aider de toute manière pour le faire. Donc, c'est un outil de recrutement, simplement, ce truc-là. C'est de dire, c'est de réveiller une fibre chez quelques personnes et qui se disent, oui, je veux ça et je vais me faire aider. C'est pas un mode d'emploi, c'est un révélateur. Donc, c'est ça, c'est que le livre, par lui-même, c'est un peu comme, souvent, quand on explique que la meilleure façon pour apprendre, c'est que tu peux lire 25 livres, mais c'est un peu comme quelqu'un qui voudrait faire du judo, il lirait 25 livres sur le judo, il sera pas meilleur au judo. Exactement. Donc, ton livre, les gens peuvent le lire, mais s'ils ne commencent pas à essayer d'appliquer, pratiquer, donc à essayer de se changer eux-mêmes, ça, c'est pas le livre qui va faire ça, c'est leur vécu à eux, c'est leur parcours qu'ils ont à faire. C'est dans cette démarche-là. Toi, ce que tu veux, c'est soit juste l'élément déclencheur pour qu'ils se disent, faut que j'aille au dojo, faut que je commence à pratiquer. Exactement. C'est-à-dire, et c'est pour ça que il est, pour moi, geek et boss, il est aussi intéressant pour des geeks, puisque c'est à leur portée, cette histoire, elle est compréhensible, elle leur explique mieux où ils sont. Donc, c'est vachement intéressant de mieux comprendre déjà, merde, vous êtes ici. J'avais pas vu. Bon, ok. Et se dire, effectivement, merde, ça me botte ou ça me botte pas, je jette, ça me botte, qu'est-ce que je fais, moi, pour contribuer à ça? Dojo, c'est très intéressant comme truc. Tiens, je vais à un dojo, ou à l'inverse, donc je vais plutôt à un dojo métier. Je vais apprendre le métier. Tu vois, je vais mieux apprendre à parler, ou je vais prendre des cours d'expression orale, vous voyez, parce que il faut aussi travailler sur ses défauts. Et donc je vais apprendre, tiens, des cours de design pour faire des systèmes, pour comprendre bien c'est quoi un système où il est aussi facile d'utiliser que de contribuer. Ça veut dire quoi d'être facile pour contribuer? Donc je vais passer 2 heures à regarder que fait Salesforce, bordel. Donc je vais me créer un compte développeur, je vais regarder. Je vais leur piquer des idées, je vais arrêter de penser que j'ai les meilleures idées ou qu'il n'y a qu'une solution. Je vais aller chercher ça, quoi, tu vois. Un atelier intéressant une session intéressante qu'il y a eu à l'USI hier, c'est quelqu'un qui nous expliquait, qui nous montrait que finalement les innovations du iPhone, que les gens attribuent à Apple en disant c'est Apple qui a tout inventé. Ils ont rien inventé, ils ont juste pris des choses qui avaient déjà été, parce que la vraie innovation, c'est pas de créer de zéro, c'est de savoir prendre quelque chose ailleurs et de la transformer. Et dans leur cas, eux, c'est de l'unifier dans une offre globale qui est... Exactement. Prendre 2 choses qui n'avaient pas l'habitude d'être ensemble. Et Luc de Brabander, en keynote, il en a fait une bonne. Exemple, l'innovation, quand le type à la NASA, il est arrivé, un innovateur, il dit, il y avait la sonde Mars, Pathfinder, donc on avait prévu des rétrofusées, un truc très compliqué, leur machin, parce qu'il faut atterrir, compliqué. Enfin, on était sur le paradigme de Neil Armstrong, vous voyez. Il faut des rétrofusées, il faut des machins, des trucs. Le mec, il arrive, mais en fait, avec 300 € là, si on mettait des airbags, et les mecs, ils ont fait la gueule, forcément. Et c'est ce qu'ils ont fait, et ça a marché. Donc on a mis, vous savez, un truc, on a changé le paradigme, c'est-à-dire airbag, aérospatial. Airbag, c'est quoi ce bordel? Et donc, vous voyez, c'est une espèce d'oxymore, un truc, et c'est peut-être en ça que l'informatique conviviale c'est innovant, puisque voilà, quand on parle d'informatique, convivial, c'est pas forcément ce qui revient. Ça, c'est 2 mots qui semblent pas aller bien ensemble. Ça s'appelle une oxymore, je sais pas si vous connaissez. Bon, et je pense qu'elle est là l'innovation, c'est de se dire finalement si on met de la convivialité
et tout ce sens que ça a, c'est-à-dire de vivre ensemble, faire des équipes, écouter les gens, servir, etc., qu'on puisse avoir des sourires autour des systèmes d'information, et ben paradoxalement, on recréera de la productivité, de la valeur, du cash pour l'entreprise. Donc c'est ça l'idée de cette innovation. On te remercie. C'est une entrevue fort intéressante. Ouais. En terminant, est-ce que on lance ça toujours à nos invités. Est-ce que tu as un site web, un blog, un livre, quelque chose que tu aimerais partager avec les auditeurs? Ouais, je suis désolé, je vais faire ma pub. Allez hop. Parce que sinon j'ai des choses microfinance, mais bon, qui sont peut-être pas tous grand public. Mais on va mettre le lien sur vers le site Octopus. Merci beaucoup. Parce que si les gens s'intéressent à la microfinance, vous avez un logiciel Exactement. S'il y a des dotnettistes qui nous écoutent, Octopus c'est de l'open source, c'est écrit en C#, etc. Octopus recrute et Octopus est une communauté ouverte dans laquelle vous pouvez contribuer. Donc Octopus s'applique la même sauce que je vous ai raconté. Donc venez nous voir, c'est simple à contribuer. Vous pouvez save the world. C'est ça, en plus, c'est pas pour faire un logiciel qui est pour faire des armes puis tuer du monde, c'est pour aider les gens. Donc il y a une vision positive. Exactement. Mais je pense pas que c'est ça que tu voulais quand tu disais tu vas faire ta publicité. Le site que je voulais vous pousser, et je pense que ça sera utile, c'est le site de l'université du SI. Pourquoi? Parce que toutes les sessions vont être podcastées, dont toi Mario, dont toi Guy, et dont toutes les autres, et les excellentes keynotes, les choses les designers. Donc vous les mettez en système ouvert, pas parce qu'il y a beaucoup de conférences où on les offre, mais pour ceux qui ont payé. Bien sûr. Donc, et je pourrais pas, tu vois, te dire, écoute, mon gars, faut être ouvert, et dire, oui, non, mais pour moi, oui, mais c'est différent. Non. Soyez ouverts, mais sauf pour moi. Donc non, c'est tout ouvert, effectivement. Donc par contre, allez-y, abonnez-vous sur le lien podcast. C'est disponible, donc universitédusi.com, j'imagine. Tu mettras le lien. Et donc là, il y aura un podcast par semaine. C'est comme TED, la conférence TED, hein. Vous pouvez récupérer tous les podcasts. Et je pense que il y a tout un tas de perles. Ce sont des sessions de 45 minutes, très douces, qui vous ouvriront l'esprit, et je pense qu'il y a beaucoup de choses à en tirer et du fun. D'ailleurs, si on pourrait décrire USI, c'est ça, c'est la version TED, mais pour les techies, les informaticiens, parce que c'est dans le même esprit. Si tu regardes un peu le buzz qu'il y a eu sur le Twitter, là, si tu fais /Uzi, tu recherches, il y a eu des tweets de ce style-là. Uzi égale TED Paris. Effectivement. Ça m'a fait très grande fierté. Ouais. On te remercie encore. Merci à vous. Merci beaucoup, bien. Merci. Guy, à ce stade-ci de l'émission, habituellement, on fait les actualités, on explique qu'est-ce qui s'en vient à la communauté.net de Montréal. On est en plein été. C'est les vacances! On est le 2 juillet. Pas d'actualité, pas de communauté, on est à Paris, il fait beau. Et donc, nous, on vous avise juste que on part en vacances, c'est-à-dire que l'émission va revenir juste au mois d'août. Août, septembre? Mi-août. D'ailleurs, on sait déjà c'est quoi l'émission, parce que c'est un des podcasts qu'on a enregistré il y a 2 jours avec Arnaud Clairet. On va vous parler d'Oslo, donc à la mi-août. Donc, sur ça, on vous souhaite quand même la bonne programmation cet été. Prenez un bon mojito dans la santé, là. Bonnes vacances. Au revoir. Visual Studio Talk Show.